Merci et bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse de l'information, ceci pour vous aider à mieux comprendre l'actualité nationale du pays en Guinée. Au menu de cette émission, nous parlons de la crise politique en Guinée alors que les dernières manifestations ont été ternies par la mort d'un jeune à Ouanindara. Le FNDC appelle à ses partisans à deux nouvelles journées de mobilisation dénommées journées de résistance citoyenne active et permanente le mercredi 19 février et jeudi 20 février sur le territoire national. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, dans une sortie chez les confrères de la radio-télévision guinéenne à propos du double scrutin législatif et référendaire prévu pour le 1er mars prochain en Guinée, dit, je cite, chaque État souverain peut amender sa constitution pour refléter les changements en fonction des besoins de sa population. D'ailleurs, pour Simone Shaw, ceux qui veulent voter doivent pouvoir le faire. Ceux qui ne veulent pas voter doivent pouvoir aussi le faire. Et dans cette émission, nous, on pose le débat avec ces différents acteurs impliqués dans la crise en Guinée. Quand pense-t-on au sein du FNDC de cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, il faut le dire, qui apporte de l'eau au moulin des promoteurs de la nouvelle constitution, et comment la déclaration est-elle accueillie par les promoteurs de la nouvelle constitution? On essaie de comprendre toutes ces questions avec nos invités qui sont dans cette émission. Sur ce plateau, nous avons bien évidemment Dr Soriso. Il est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, et nous aurons également au téléphone dans cette émission l'honorable Seikou Yaya Baldé, secrétaire exécutif du parti de l'Union des forces républicaines de Guinée du président Sidya Touré. Mais avant, on va commencer par dire bonsoir à notre invité qui a accepté notre invitation dans l'émission Starcom. Bonsoir Monsieur So et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonsoir à tous vos millions d'auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors, on va commencer cette émission par cette actualité qui essaie à retenir l'attention au sein de l'opinion et plus particulièrement au niveau du parti au pouvoir. C'est cette éventualité désormais que n'exclut pas Alpha Condé de se présenter à la prochaine présidentielle. Il suffit juste que le parti entérine cette décision. Est-ce que ce n'est pas une simple formalité, M. Sow? Non, c'est loin d'être une formalité. Je pense qu'on est en train de prêter une mauvaise intention à la déclaration du président de la République. Le président de la République, dans sa déclaration faite, selon beaucoup de médias, auprès de vos confrères sénégalais, a simplement rappelé une question de principe. Non, nous parlons de la dernière qu'il a tenue notamment sur RFI et France 24. Non, c'est une question de principe. Vous conviendrez avec moi que la décision d'aller à des élections présidentielles ou législatives ou n'importe quel scrutin par une formation politique relève de l'autorité du parti politique en question. C'est la formation politique en toute souveraineté qui décide d'aller ou de ne pas aller à une élection, n'importe laquelle. Et l'instance habilitée à prendre de telles décisions, chez nous au RPG Arc-en-Ciel, c'est la Convention nationale du parti. Il vous souviendra qu'à la veille des législatives, le RPG a tenu une convention à son siège qui a duré 4 ou 5 jours, qui s'est clôturée même par la présence du président de la République un dimanche. Au cours de cette convention, vous voulez dire toutes les questions relatives du jour? Non, toutes les questions relatives au choix des candidats par rapport aux législatives ont été abordées. Et à l'issue de la convention, la liste des candidats a été établie. Pour la présidentielle future, je vous rassure et rassure à la fois l'opinion nationale et internationale que le choix, la décision même d'abord d'aller à ces élections présidentielles éventuelles ou de ne pas aller, relève de l'instance suprême des partis, qui sera la convention, qui regroupera plus de 500 personnes. Et le choix de miser sur un candidat, qui qu'il soit, relève aussi de cette instance. Pour le moment, au RPG, nous ne faisons pas de liaison entre la nécessité de doter le peuple de Guinée d'une constitution conforme aux réalités actuelles de son processus de développement et une éventualité de candidature de X ou de Y personnes. Mais il faut le dire quand même, M. Sow, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le président Arc-en-Ciel, si c'était seulement que la question
d'une nouvelle constitution, le tollé n'allait pas être comme ça. C'est tout ce combat du FNDC, par exemple, c'est parce que tout simplement, on le sait, que derrière ce changement de la constitution, le RPG, à travers son président, veut s'offrir un troisième mandat. C'est là-bas le problème. Je vais vous dire une chose. Pourquoi alors votre président ne dit pas qu'il ne fera pas un troisième mandat, mais il veut changer la constitution? Qu'est-ce qui l'oblige à le faire? Mais justement, qu'est-ce qui l'oblige à le faire? Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. À mon avis, on est simplement en train de faire un procès d'intention au président de la République et à l'ensemble des acteurs favorables aujourd'hui à cette histoire de nouvelle constitution. Il ne faut pas faire mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, et la classe politique est d'accord avec la mouvance sur cette question, la constitution que nous avons souffre à la fois dans sa forme, c'est-à-dire la façon dont elle a été adoptée, mais aussi dans son fond. Il y a énormément de dispositions à l'intérieur de cette constitution qui sont caduques. Mais attendez, mais la raison qui fait que la classe politique ne veut pas nous accompagner, c'est parce qu'elle a peur, entre guillemets, qu'en adoptant la nouvelle constitution, et de facto, qui va remettre les compteurs à zéro. Parce que naturellement, la limitation de mandat, c'est par rapport à la constitution en vigueur. Une nouvelle constitution, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Alors, par peur éventuellement d'affronter le président de la République, le candidat Alpha Condé éventuellement, tout le monde se braque, on fait des procès d'intention, on veut brûler le pays, simplement parce que éventuellement Alpha pourrait être candidat. Alors, M. Sow, pourquoi alors, quand il y a eu cette première annonce qui a été effectuée lors de votre Assemblée nationale, Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, il y a eu un haut cadre dignitaire de votre parti qui a dit qu'en 2020, avant même l'annonce du président de la République, qui a dit qu'en 2020, Alpha Condé sera président. Aucune voix, à l'époque, ne s'était levée pour dire non, ce n'est pas à Malick Sanko de désigner Alpha Condé, mais plutôt au parti. Je ne comprends pas votre démarche. Il vous souviendra qu'après la sortie de Malick Sanko, j'ai fait une sortie médiatique. C'était pour saper l'opinion. Non, attendez, c'était pas pour saper l'opinion. J'ai simplement rappelé une question de préséance. L'objectif aujourd'hui de la mouvance présidentielle, c'est d'aller aux législatives et profiter pour doter la Guinée d'une nouvelle constitution conforme à ses besoins, à ses réalités socio-économiques en matière de développement, notamment une constitution conforme à la volonté d'émergence du pays dans un futur proche. De là à parler de l'éventuelle candidature du président de la République, c'était prématuré. Est-ce que sérieusement... Non, attendez, c'était prématuré. Deuxièmement, dans une formation politique à vocation démocratique, vous ne pouvez pas aussi occulter le droit. Non, attendez, vous ne pouvez pas occulter le droit aux gens. Il n'y a pas de démocratie au sein du FND, vous ne pouvez pas du RPG Arc-en-Ciel, parce que ça fait combien d'années Alpha Condé est le président éternel. Vous ne pouvez pas occulter. Il n'y a pas de démocratie non plus. Attendez, vous ne pouvez pas occulter le droit qu'a les responsables, individuellement pris, de prendre des positions selon leur point de vue. Cette déclaration, et il a eu à le préciser, Malick Sanko, que ça n'engage que sa personne. Il n'a fait que faire de la prospection politique. C'est son droit. Écoutez, dans une formation politique, il faut aussi laisser la latitude aux gens d'exprimer leur point de vue en toute liberté et en toute démocratie. Alors, de façon simple, aujourd'hui, si on parlait d'une possibilité de défense du président de la République au sein du RPG Arc-en-Ciel, est-ce qu'il y a un dauphin? Parce que Alpha Condé, il est à la fois président de la République, il est en même temps président du parti depuis, c'est pas 40 ans. Il n'y a jamais eu de congrès qui a fait que quelqu'un a levé la voix. Est-ce que vous qui êtes membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, est-ce qu'il y a une possibilité de dauphin aujourd'hui dans le RPG? Parce je vais vous dire une chose. Oui. Raisonner comme ça, c'était, en fait, non, je peux me dire que c'est une insulte. Je pose la question. C'est une insulte. Je pose la question. Vis-à-vis de ces milliers de hauts cadres, compétents, intègres, politiquement bien moulés, qui sont à l'intérieur de cette formation politique aujourd'hui, capables... Citez-moi. Non, attendez. Moi-même, attendez, moi je me considère comme étant capable... Non, attendez. Attendez. Vous êtes... À commencer par moi. Non, attendez. De la dernière heure. Attendez. Comparativement... voilà. Alors, ça aussi, c'est une grosse erreur que vous êtes en train de faire. Le président de la République a eu à le déclarer solennellement qu'au RPG, militant des premières heures, militant de 10e heure, militant de 35e heure, militant de 99e heure, si vous voulez, au RPG, tous les militants et responsables ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce qui veut dire que je peux prétendre, comme tout autre cadre à l'intérieur du RPG, être le défunt d'Alpha Condé.
Alors, si vous permettez, il faut dire que qui parle de la situation qui prévaut en Guinée parle évidemment de la crise en ce qui concerne notamment tous ces combats autour du projet du changement de la Constitution. Alors, il y a un nouveau phénomène qui commence à émerger dans la nouvelle stratégie en ce qui concerne notamment pour barrer la route à ceux qui sont contre le projet d'une nouvelle Constitution. C'est un peu l'épreuve des kidnappings. Selon les membres du FNDC, c'est la nouvelle forme de répression policière utilisée désormais par les autorités. Alors, on va suivre cet élément de reportage qui illustre ça et on revient sur ce plateau pour décryptage. Des arrestations arbitraires, des kidnappings, des séquestrations et violations de domiciles privés sont devenues monnaie courante à Conakry selon plusieurs témoins. Le dernier cas en date s'est produit le mardi 11 février 2020 dans la commune de Ratoma où 57 jeunes supposés être des partisans du FNDC ont été arrêtés et transportés à Kankan, précisent les mêmes sources. Tous ont été interpellés dans des circonstances à la limite de l'acceptable, déplore le secrétaire fédéral de l'IFDG à Ratoma. Tous les jours, des gens sont kidnappés à 6 h du matin, certains à 5 h du matin, il y en a à 20 h par des hommes en cagoule. Et c'est après qu'on se rend compte qu'ils sont kidnappés par ceux qui auraient dû leur protéger, la police et la gendarmerie. Il y a une quarantaine de jeunes de Ratoma qui ont été arrêtés le mardi dernier et qui sont envoyés au camp militaire de Soronkoni à Kankan. Ils sont emprisonnés là, dans des conditions vraiment inhumaines. Et parmi ces jeunes, il y a 3 jeunes de Koloma, dont Boubacar Bari, et Daouda et Diallo et Gadiriba. Dans les familles des victimes, l'on se pose plusieurs interrogations autour de ces arrestations. La plupart des témoignages concordent. Sans aucun mandat d'arrêt délivré par un procureur, leurs proches ont été arrêtés entre 20 h et 22 h à leur domicile loin du périmètre des manifestations. Là où je suis assise, je suis une veuve. Il faut faire des crédits pour vivre. Où est-ce qu'il faut chercher à retrouver mon enfant? Je prie les autorités de nous aider à retrouver nos enfants. On était à Anko 5 CMS lorsque les militaires ont fait irruption dans la cour. Ils ont mis tout le monde au respect. Puis, ils ont embarqué nos enfants dans des camions pour une destination en Haute-Guinée. En Guinée, l'interpellation d'un citoyen obéit au code pénal et au code de procédure pénale et doit se faire sous les auspices d'un procureur. Depuis un certain temps, ce principe est presque foulé aux pieds par les agents de sécurité. Il leur suffit la moindre contestation pour qu'ils sévissent dans les quartiers et les foyers, parfois à des heures tardives. Très prudent, cet activiste des droits de l'homme tente de se faire sa propre lecture des supposés cas d'enlèvement dont se seraient rendus coupables les services de sécurité. Lorsqu'une personne est interpellée, elle a le droit d'être assistée. Elle a le droit d'être en contact avec ses parents pour donner de ses nouvelles. Et lorsque cela n'est pas respecté, on est manifestement à un cas d'enlèvement et de séquestration. La séquestration et l'enlèvement, ce sont des infractions qui sont prévues par les dispositions de l'article 303, sauf erreur de ma part, du code pénal. Et ce ne sont pas des délits, c'est un crime. Et dont la poursuite peut aller de 5 à 20 ans. Selon la gravité de l'infraction. Les parents des victimes sont rensonnés régulièrement au téléphone par des agents qui réclament de l'argent sous prétexte de bien s'occuper des détenus gardés dans les lieux tenus secrets en Haute-Guinée. En attendant leur libération. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle.
et à cette émission Starcom que reçoit aujourd'hui pour vous Dr Soriso. Il est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, nous passons en revue l'actualité sociopolitique de notre pays, rythmée par les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution et également par ce processus référendaire visant à aller notamment au référendum constitutionnel. Alors, M. Son, on va désormais parler de cette résolution prise par les eurodéputés sur la Guinée. D'abord, ils condamnent l'arrestation du leader, du coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution et quelques leaders politiques et des acteurs de la société civile. Mais avant, les eurodéputés également disent ouvertement qu'ils ne cautionnent pas tout projet de changement de la Constitution. De votre côté, en tant que responsable de la mouvance, quelle est votre lecture sur cette sortie? Attention, les mots ont du sens. Le Parlement européen ne fait pas de résolution. Les dispositions de l'Union européenne, il y a les directives, il y a les résolutions, il y a les déclarations. Et c'est dans une résolution? Non. Ce que les parlementaires européens ont fait, c'est une déclaration. Quand même qu'il y a un poids. Je n'en disconviens pas, mais attention. Quand vous dites résolution, directive, dans le sens de l'Union européenne, ça a une valeur juridique et ça a une conséquence contraignante. Attention, ça a une conséquence contraignante. Une déclaration, dans le sens des textes de l'Union européenne, n'est pas contraignante. Alors, parlons du contenu. Elle n'est pas contraignante. C'est une déclaration. En fait, ils ont exprimé leur point de vue par rapport à une situation donnée. La valeur qu'il faille donner à cette déclaration, simplement, ils attirent l'attention des chefs d'État de l'Union européenne sur la situation qui prévaut en Guinée. C'est une façon d'interpeller les acteurs sur ce qui se passe. Mais ça n'a aucune valeur juridique, encore moins contraignante. Mais quand même ça, c'est un fait. Ça, c'est le fait de base. C'est un peu dur pour vous, le promoteur de la nouvelle Constitution. Je vais vous dire une chose. Les gens s'emballent trop vite. La Guinée est un pays souverain. Ça, on en discute depuis 58. Qui a ratifié des traités et conventions internationaux. Oui, depuis 58, nous sommes au moins unanimes sur une chose. Les Guinéens sont souverains et les Guinéens sont jalousement fiers d'être Guinéens. C'est un fait. La Guinée est un pays qui a fait son retour au concert des nations. Depuis surtout l'avènement du président de la République, la Guinée est énormément revenue sur la scène internationale. Par conséquent, la Guinée prête attention naturellement aux interpellations des uns et des autres sur ce qui se passe en Guinée. Nous ne disons pas que cette déclaration des eurodéputés est une déclaration à jeter à la poubelle. Cependant, il faut aussi dire que la Guinée, en dépit de son respect des principes conclus avec ses partenaires bi- et multilatéraux, reste souveraine et nous pensons que les problèmes de la Guinée se règlent en Guinée et par les Guinéens. Toute autre initiative vient en appoint. Elle ne règle pas le problème à lieu et place des Guinéens. Comme vous l'appelez, cette déclaration est une sorte d'expression ça montre à suffisance que le combat mené par le Front National pour la défense de la Constitution, désormais, est en train de prendre une dimension internationale. Parce que ça veut dire désormais que toute l'Europe, parce que n'oubliez pas, même si vous banalisez cette déclaration, je rappelle quand même que l'Union européenne, cette annonce est intervenue juste après quelques jours, l'annonce de la suspension des missions de visite du Fonds monétaire international en Guinée également, ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Attention, il n'y a pas de liaison entre les deux. Non, mais je dis juste la après. suspension. Je ne dis pas que la suspension des missions des partenaires financiers de la Guinée, ça aussi, c'est une pratique qui existe au niveau international. Attendez, c'est la première fois en Guinée, monsieur. Lorsqu'un pays fait face à une situation particulière, s'engage à une période qui pourrait être plus ou moins turbulente, les institutions internationales suspendent la venue des missions techniques directes sur le terrain. Et généralement, les évaluations techniques du pays sont organisées dans un pays tiers pour la période déterminée. La Guinée en a fait, la Côte d'Ivoire en a fait, le Sénégal en a fait. Beaucoup de pays africains, même le Brésil en a fait. C'est une première quand même en Guinée qu'on entende ça. Il faut toujours qu'il y ait une première dans la vie. Je vous dis une chose, il faut raison garder. Il faut certes prendre en compte toutes ces interpellations, mais il faut aussi et surtout ne pas les surestimer parce que tout simplement les problèmes de la Guinée
sont des problèmes des Guinéens et ça se règle par les Guinéens. Je sais quand même que c'est une autre déclaration qui vous regarde, qui donne de l'eau au moulin de promoteurs que vous êtes de la nouvelle constitution. C'est un peu cette sortie de l'ambassade des États-Unis en Guinée qui dit que tout peuple, chaque nation souveraine peut avoir la possibilité de se doter ou de procéder à des amendements dans la constitution pour répondre aux besoins de sa population. On crie à la machination et à la falsification des propos de l'ambassadeur, notamment qui a tenu cet entretien du côté de nos confrères de la RTG. Vous, quelle lecture faites-vous de cette autre sortie quand même qui vous regardez dans vos positions? Ça ne nous regarde aucunement pas. Pour la simple raison que la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis n'est qu'une déclaration conforme aux principes. Je veux dire, qui est différente de la déclaration du secrétaire d'État américain qui s'oppose. Je vais vous dire une chose. Les responsables ont la liberté de tenir des déclarations en fonction de leur point de vue. Cependant, le principe reste le même. Un peuple est souverain sur la détermination des types de textes qui le gouvernent. C'est une question de principe universel. L'ambassadeur des États-Unis n'a aucunement apporté de l'eau à nos moulins. Il n'a fait que rappeler un principe sacro-saint. Les textes qui gouvernent la Guinée doivent être conçus, déterminés, adoptés et validés par le peuple souverain de Guinée. C'est une question de principe. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. Alors, il faut dire quand même que cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée intervient pendant que le Front National pour la Défense de la Constitution a appelé à ses partisans à des nouvelles journées de résistance active et permanente. C'était notamment ce mercredi et jeudi. On va aller avec cet élément de reportage qui met en exergue notamment la situation qui prévaut dans la capitale guinéenne à la marge de ces journées de résistance du FNDC dans la capitale. Un jour pas comme les autres pour le chef de file de l'opposition guinéenne. Retranché dans son domicile, Cellou Dalein Diallo peut compter sur ses gardes. Des gardes qui ont dû anticiper l'étouffement en investissant très tôt la principale rentrée du quartier général de leur leader. Il est 11h, c'est le début de la confrontation entre militants du FNDC et forces de l'ordre. Les blessés sont transportés tour à tour au domicile de Cellou Dalein Diallo en lieu et place des hôpitaux publics, sommés de refuser toute assistance aux victimes des manifestations de l'opposition. À Madina, tout comme le long de la route Le Prince, boutiques et magasins sont fermés. La circulation paralysée. Sur le même trajet, notre équipe a fait une escale à Hamdallah et Prince. Nous avons été accueillis par un dispositif sécuritaire impressionnant. Ici, forces de l'ordre et jeunes manifestants en colère se livrent une bataille rangée. Les partisans du FNDC dégainent à coups de pierre, la police à coups de gaz lacrymogène. L'acte 5 de la résistance active et citoyenne a connu également quelques remous à l'intérieur du pays. À Dinguiraye, en particulier, où la population est sortie massivement pour dénoncer le projet de nouvelle constitution. Après avoir fermé le stade préfectoral aux manifestants, le préfet a dû se mettre à l'abri d'une foule surchauffée. Au final, le stade est repris par des manifestants qui enchaînent des discours hostiles au pouvoir. Une démonstration de force avec en première ligne Dr Fodé Marega, député uninominal de l'IFDG à Dinguiraye. À 8 km de Dinguiraye, derrière Eliabe, pour ceux qui connaissent, ils sont venus vraiment massivement nous accompagner jusque dans la ville pour faire un meeting grandiose. Tout ceci pourquoi? Pour montrer aux uns et aux autres que venir à Dinguiraye avec 60 véhicules, des camions de militaires, pour venir mentir à la population, donner des images à la Guinée, c'est pas possible. Après cela, nous avons donc fait notre meeting parce que, pour vous rappeler simplement que dans la matinée, le préfet nous avait interdit l'entrée du stade. Nous lui avons dit qu'il n'est pas possible qu'on nous interdise l'accès du stade parce que 2 poids 2 mesures, ça ne suffit pas. Un autre candidat est venu quelques jours avant. On lui a déroulé le tapis rouge. On a tout mis à sa disposition et nous, maintenant responsables, élus, présidents de Dinguiraye, parce que élus au suffrage universel direct par la population de la préfecture de Dinguiraye, on nous interdit l'accès du stade. Donc, ce n'est pas possible.
Ces journées de mobilisation du FNDC interviennent à seulement 10 jours des élections législatives et le référendum constitutionnel du 1er mars 2020. Un scrutin que l'opposition guinéenne promet d'empêcher à tout prix. La capitale guinéenne et plusieurs villes du pays en ébullition, il faut le dire, c'est un peu à l'orée de ces élections annoncées pour le 1er mars. Alors, M. Sow, la question désormais qu'il faut se poser en parlant de ce référendum constitutionnel couplé avec les élections législatives, quel sens faut-il donner au scrutin du 1er mars? Avec tout ce qu'on entend, avec toutes ces manifestations du FNDC, avec tous ces cas de mort déplorés, quel sens faut-il donner à ce scrutin du 1er mars? D'abord, à partir de votre élément de reportage, il y a des éléments sur lesquels vous conviendrez avec moi. Premièrement, les premières sorties du FNDC, les toutes premières, sont nettement plus grandioses que les actuelles sorties. Ça, c'est un fait. Ça montre quoi? Ça montre que de plus en plus le peuple de Guinée est en train de comprendre que l'aventure du FNDC, là, ce n'est pas une aventure qui les conduit vers un lendemain meilleur. Par conséquent, de plus en plus, les citoyens comprennent que ce combat n'est pas un combat qui est destiné à défendre leurs propres intérêts. C'est plutôt un combat destiné à défendre des intérêts politiques non avoués. Donc de plus en plus les citoyens attendez, j'ai pas fini. De plus en plus les citoyens vaquent à leur quotidien. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, si vous prenez Conakry, l'état de Conakry, comparé aux toutes premières manifestations des FNDC, il n'y a pas match. C'est parce que la méthode utilisée désormais par l'État fait peur aux gens, parce qu'on a plus de 30 et quelques morts. Pourtant, il y a une comparaison aussi qui s'impose à ce niveau. Alors, les premières journées, les premières manifestations des FNDC avaient un bilan même plus lourd que les dernières manifestations. On va partir rapidement sur le terrain pour avoir l'avis de l'opposition plurielle guinéenne par rapport à la situation qui prévoit en Guinée. Nous avons l'honorable Seikou Yaya Bari de l'UFR. Bonsoir honorable et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonsoir. Alors il faut dire honorable, la première question, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée semble cautionner le projet contre lequel vous êtes farouchement opposé, parce qu'il dit que toute nation doit avoir la possibilité d'amender ou d'apporter quelques modifications aux besoins de sa population. Vous, du côté de l'opposition, comment est-ce que vous avez appris cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée? C'est totalement normal. On dit amender, c'est le français on parle. Oui. Apporter quelques modifications, c'est du français on parle. Mais ça ne peut pas dire changer la Constitution. C'est différent. Mais quand vous entendez les communicants du RPG surfer sur cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis, mais c'est de la désinformation. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce que le secrétaire d'État aux affaires étrangères a dit du côté des États-Unis. Aujourd'hui, il donne encore plus de tonus à cette affirmation du secrétaire d'État, et de l'autre côté, il demande à l'État guinéen, le gouvernement, de laisser les manifestants faire leurs manifestations contre ce que le gouvernement avait totalement refusé et à tout moment. Si vous entendez parler des arrestations aujourd'hui, c'est parce que les gens ont décidé librement de manifester et le gouvernement a décidé de tuer cette manifestation à l'interne. Donc c'est ça, il faut reconnaître que l'ambassadeur n'est pas sorti du cadre, mais les représentants du pouvoir en place sont en train de faire détourner l'affirmation ou les allégations de l'ambassadeur. Alors, honorable, il faut dire quand même que même si vous prenez ça avec des pincettes, c'est une déclaration qui apporte de l'eau au moulin de promoteurs de la nouvelle constitution. Alors parlons désormais de pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors pas du tout, Pas du tout. Mais c'est dommage que le français est pourtant limpide. Pas du tout. Modifier, amender ne veut pas dire changer. Alors, honorable, parlons désormais de vos journées de résistance. Il faut le dire que quand même le constat
reste un peu amer. Certes, qu'on va me dire qu'il y a des arrestations et interpellations à travers la capitale et à l'intérieur du pays, mais le constat révèle que le FNDC semble s'essuyer parce qu'aujourd'hui, l'ampleur de vos manifestations en termes de suivi et de repos notamment de ces citoyens, aujourd'hui ne semble pas être comme ça. Est-ce que le Front National n'est pas en train de perdre de la vitesse sur le terrain? Non, pas du tout. Et là aussi, je vous le dis, quand c'est des manifestations demandées pour des marches de mobilisation de sorties massives, c'est différent. Nous avons des manifestations éclatées qui ne demandent pas de rassemblement. C'est totalement différent. Mais en plus de ça, il faut reconnaître, c'est vrai, que le pouvoir en place essaie d'étouffer en arrêtant par-ci, en greffant des gens par là pour empêcher que cela soit. Mais vous vous rendez compte, même au cœur de la ville, il y a des manifestations qui se font à Kaloum, à Matam, et à Gessia, mais aussi à Bouquet et à Bofa. Donc c'est la zone où on disait qu'il n'y a pas de manifestation. Mais à part ça, il y a quelque chose de très grave que je dois annoncer, oui. Si vous me permettez. Oui, honorable, allez-y. Aujourd'hui, c'est la création de 2 camps qui se transforment en Camboiro. C'est le camp de Soronkoni et le camp Makambo, où on arrête les gens, on les amène pour les torturer dans ces camps-là. Il faudrait bien qu'on parle de ça. Alors, cette dernière question, honorable, il faut dire que nous sommes à quelques jours du scrutin législatif couplé désormais au référendum du 1er mars. Quel sens faut-il donner au scrutin du 1er mars? Est-ce que l'opposition aujourd'hui a le moyen d'empêcher la tenue de ce scrutin? De toutes les façons, comme il a dit, même s'il y a un village qui vote, il va valider cela. Peut-être qu'il le fera du côté de certaines parties de la Haute-Guinée. Mais aucune chance, et en forêt, et en Basse-Guinée, et en Moyenne-Guinée, ça ne se passera comme ils le veulent. Nous nous battrons pour empêcher cela parce que c'est un coup d'État constitutionnel. Ce qui n'est pas normal, honorable. Vous avez le droit à ne pas aller aux élections, mais c'est également une façon d'empêcher la tenue des élections. Non. Attention. Nous avons le droit à ne pas aller à une élection quand elle est normale. Quand l'élection se passe comme ça se doit. Quand le fichier électoral est consensuel. Quand il y a une animation réelle sur les amendements liés à une constitution. Mais ça, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est une violation de la Constitution. Merci, honorable, d'être passé dans l'émission Starcom. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir au bout de fil dans cette émission. Alors, M. Sio, on parlait de ce scrutin. Est-ce que c'est possible de tenir ça? Vous voulez aller vaille que vaille, coûte que coûte, même si vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir ces élections au regard de tout ce qui se passe sur le terrain en termes de problèmes enregistrés. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler un certain nombre de faits à partir de la déclaration de l'honorable Saïko Yayabari. Il parle de manifestation. Oui, le droit de manifester est consacré par la Constitution guinéenne. C'est un droit. Cependant, les manifestations sont assorties de ce qu'on appelle la déclaration de manifestation. Et cette déclaration définit à la fois le trajet, mais aussi l'itinéraire de la marche, mais aussi le timing. Une fois cela fait, il appartient à l'État de sécuriser les manifestants. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Rapidement, et lui, il dit que nous organisons des manifestations spontanées sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas de la manifestation, mais c'est de la guérilla urbaine. C'est ça qu'il faut. Il faut aujourd'hui dénoncer cette pratique de guérilla urbaine qui ne vise qu'une seule chose: déstabiliser l'État guinéen. Et je vais vous dire une chose, ce que les gens ne comprennent pas, on ne se bat pas pour la démocratie en déstabilisant l'État. Parce qu'en déstabilisant l'État, vous invitez l'armée à revenir au pouvoir. Attention, c'est une invite qu'on lance comme ça à l'armée en déstabilisant l'État. Et quand l'armée revient, on ne parlera pas de démocratie. Et vous l'avez compris, c'était notamment le regard croisé sur cette sens qu'il faut donner désormais au scrutin, au double scrutin référendaire et législatif, notamment prévu pour le 1er mars 2020 en Guinée. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour ouvrir la boîte à Pandore de l'aspect politique de cette émission en ce qui concerne la publication du résultat de l'état des lieux du fichier électoral guinéen par la Commission électorale nationale indépendante. La mission, promotion et
valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité nationale, c'est l'objectif que nous nous fixons tous les jours dans cette émission Starcom à travers la télé du 21e siècle. Et aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à l'aspect politique de cette crise guinéenne. Alors, M. Sou, dans cette troisième partie de l'émission Starcom, nous allons parler de ces élections législatives couplées au référendum. Il faut dire que la Commission électorale nationale indépendante a présenté aux acteurs impliqués dans le processus référendaire qui conduit à ces élections législatives du 1er mars le rapport final sur les statistiques du nouveau fichier électoral guinéen. De 8 000, on parle désormais de plus de 7 millions d'électeurs, étant donné que c'est ce même fichier qui est décrié par l'opposition qui pense qu'il n'est bon qu'à jeter à la poubelle. Quel est votre regard sur ces derniers chiffres annoncés par la Commission électorale nationale indépendante en Guinée? Au-delà de mon regard sur les chiffres d'abord, il y a un fait. Ce fichier-là, il a été élaboré par qui? En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas par la mouvance présidentielle. Il a été élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Et cette Commission électorale nationale indépendante est une commission paritaire où il y a autant de représentants de l'opposition que de représentants de la mouvance présidentielle. Couplés de représentants de la société civile. Et quand vous tirez aujourd'hui, une société civile opposition, ça a tendance à faire collision. Aujourd'hui, les commissaires de l'opposition ont claqué la porte. Oui, mais ils ont claqué la porte à quel moment donné? Attention, ils ont claqué la porte quand tout le processus était déjà bouclé. Attention, quand le chronogramme a été totalement validé. Ces commissaires de l'opposition, avant de quitter la CENI, le processus de révision électorale avait déjà été entamé, le chronogramme avait été déjà fixé, tous les détails techniques avaient été déjà calés, tous les paramètres définis. En fait, ils se sont retirés parce qu'ils ont reçu longue sanction de leur parti politique, les demandant de quitter. Et d'ailleurs, beaucoup ont quitté malgré eux. Attention. Alors, il faut dire quand même que, qu'on ne le veuille pas, selon vos détracteurs, la Commission électorale nationale fonctionne aux humeurs, selon l'opposition du président de la République. Parce que je rappelle qu'on a déjà fixé la première fois, c'était le 28 décembre, le président avait instruit l'ordre d'aller faire la proposition d'aller à ces élections. Finalement, c'était reporté au février et on vient encore d'enregistrer un deuxième report. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question d'indépendance de la CENI ne fait pas défaut parce qu'on estime qu'on a une caisse de résonance et non plutôt une institution en charge des élections en Guinée? Vous savez ce qui me plaît en Guinée? C'est justement ça. C'est-à-dire ces interprétations, ces supputations, ces suppositions. Je vais vous dire, même s'il y a une grande pluie aujourd'hui sur Conakry, les gens diront que c'est Alpha Condé qui a fait venir la pluie. Rappelez-vous que cette CENI-là est un organe paritaire. Et que la fixation du premier chronogramme, les émissaires de l'opposition étaient au sein de la CENI. Et rappelez-vous encore, quand la première date a été fixée, cette opposition républicaine a été la première à dire qu'on ne peut pas aller à cette date, à organiser même des manifestations pour demander un report. Si on a procédé à ce report, on ne peut pas l'imputer à la volonté du président de la République. Alors, il faut l'imputer d'abord aux acteurs. Si vous permettez, il faut dire quand même que du côté du parti du chef de file de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, il y a eu quand même de la voix qui semble être motivée en termes de remobilisation. Avant, c'était lors d'une assemblée générale. D'abord, on désapprouve la tenue de ces élections législatives couplées désormais au référendum, mais également on appelle aux militants d'empêcher la tenue du référendum. On suit le reportage et on revient juste après. La distribution presque chaotique des cartes d'électeurs en cours dans le pays, c'est le principal point d'attaque de l'Union des forces démocratiques de Guinée à la faveur de l'Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 15 février 2020. Devant un parterre de militants et sympathisants, le vice-président chargé des questions juridiques et sociales de l'UFDG a aussi dénoncé avec vigueur les anomalies constatées dans le fichier électoral. Pour Fodé Oussoufou-Fofana, c'est un impératif, tout sauf les élections législatives et le référendum le 1er mars 2020. Rentrez dans les quartiers, expliquez qu'on n'a rien à foutre avec une carte d'électeur, là où il y a 8 300 000 Guinéens enrôlés. Nous n'avons pas besoin d'une carte
les Guinéens ont été exclus. On n'a pas besoin d'une carte d'électeur où ceux qui sont décédés sont dedans. On n'a pas besoin d'une carte d'électeur quand les Guinéens de l'extérieur ne sont pas enrôlés. Nous n'avons pas besoin de cette carte d'électeur. On n'en a rien à cirer. Nous ne sommes pas dans ce processus. Nous empêcherons la tenue de ces élections. Le 1er mars, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Depuis le début de la distribution des cartes d'électeurs dans le pays, nombreux sont ceux qui expriment leurs doutes sur la tenue des élections législatives à la date indiquée. Des réserves fondées sur les récentes résolutions du Parlement européen contre la Guinée. De quoi réconforter Fodé Oussou Fofana qui invite les militants de l'UFDG à bouder l'opération de retrait des cartes d'électeurs. Ne retirez pas vos cartes d'électeurs, ça n'a aucune importance. Ne les retirez pas. Monsieur Alpha Condé et son gouvernement sont complètement désavoués à travers le monde. Le monde entier nous a donné raison. Ce qui nous reste à faire, c'est de prouver que nous méritons le respect et la considération que le monde entier nous donne. Les députés de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, les ambassadeurs qui sont là, de l'Allemagne, tout le monde, nos imams, les religieux, tout le monde a dit, si Michel Fakonde, il a dit qu'il ne veut pas. Les femmes de l'UFDG n'en démordent pas également. Aux côtés des hommes, elles promettent d'empêcher la tenue de ces élections législatives. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, mais le travail doit se faire en amont, indique la vice-présidente des femmes de l'UFDG. Je demande à toutes les femmes, si vous trouvez des cartes devant vos portes, déchirez-les. C'est des cartes qui n'ont aucune valeur juridique. Ça ne vous servira à rien. Déchirez les cartes. Et dites au chef de quartier, celui qui reçoit les cartes électeurs chez lui, vous irez dans sa maison, sortir les cartes et les brûler. Refusez qu'il y ait des élections dans vos quartiers. Refusez. Mobilisez-vous. Allez détruire tout le matériel électoral qu'on va déposer chez vous. Dans la distribution des cartes d'électeurs, plusieurs citoyens affirment avoir reçu autant de cartes d'électeurs portant la même identité. Un peu comme les cacahuètes, conclut un citoyen. Eh bien, c'était la position du parti du chef de file de l'opposition guinéenne qui s'exprimait ainsi sur la possibilité et l'appel qu'ils ont à lancer notamment à ces militants pour empêcher la tenue du référendum. Alors, une réaction, M. Sio, sur cet élément de reportage en une minute. L'histoire retiendra que l'IFDG est en train de commettre les plus grosses erreurs politiques de la vie. Je vais vous dire une chose. Au début de ce processus, si vous avez les images, il vous souviendra que l'IFDG avait même dépêché des émissaires à l'intérieur du pays pour encourager ses militants à aller s'enrôler. Les images existent. À l'époque, le processus était crédible. Oui, parce qu'ils le supposaient crédible. Attention, ils le supposaient crédible. Ils ont envoyé même des émissaires à l'intérieur du pays pour faire l'enrôlement de leurs électeurs. On est d'accord sur le fait. Deuxième erreur politique. L'IFDG refuse de participer aux élections. Je vais vous dire, une formation politique en refusant de participer à des élections se condamne à disparaître. Mais votre champion l'a fait avec Lansana Conté, Alpha Condé, votre champion. Nous regrettons amèrement de l'avoir fait. Mais je vais vous dire une chose. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont le regretter les 5 années à venir. Un. De deux. C'est si il y a élection. Attendez. Deuxièmement, demandez à ces militants de ne pas retirer leur carte d'électeur. Et d'ailleurs, les appeler à aller chez les chefs de quartier, brûler les cartes d'électeurs, on sort du cadre démocratique. On rentre dans ce qu'on appelle l'installation du chaos dans le pays. Et ça, si c'était dans un pays normal, il devait y avoir des poursuites judiciaires contre une telle déclaration. Mais en conclusion, un militant qui retire sa carte d'électeur et qui n'aille pas voter le jour du vote, en quoi la présence de sa carte d'électeur qui contient ces informations, je rappelle bien, une carte d'électeur contient les informations de son propriétaire. En quoi avoir sa carte avec lui à la maison et décider librement de ne pas aller voter pose problème. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas vous qui avez créé tout cela? Je rappelle,
les propos du président de la République, Alpha Condé, qui disait au siège du RPG Arc-en-Ciel, il a lancé un appel à ses militants de se préparer à l'affrontement. Deuxième pression que l'institution a eu à faire en termes notamment d'ordre, la CENI dit aux Guinéens que les cartes d'électeurs sont synonymes de cartes d'identité et de passeport. Donc, ce qui veut dire que tout est fait de façon que les gens puissent douter du caractère crédible de tout le processus. Donc, l'affront ne vient pas de l'opposition, ça vient de la mouvance également, M. Sow. Attendez, il n'y a rien de nouveauté dans tout ce que vous venez de dire là. Les anciennes cartes d'identité nationale que vous avez, regardez au verso de la carte, il y a un numéro en haut. C'est le numéro de votre carte d'électeur. Les cartes d'électeurs ont toujours servi pour élaborer les documents officiels en République de Guinée, notamment le numéro de la carte d'électeur. Demandez à ceux qui faisaient les cartes d'identité nationale avant, arriver au processus d'enrôlement pour la carte, si on ne demandait pas le numéro de la carte d'électeur. Je vais vous dire une chose, ne pas retirer sa carte d'électeur est une bêtise. C'est une bêtise. Et je vais vous dire, l'IFDG est en train d'enchaîner les bêtises. D'abord, de ne pas aller aux élections. De dire aux militants de ne pas aller retirer leur carte d'électeur. Et trois, dire aux citoyens d'empêcher les élections le 1er mars. C'est un défi qu'on lance à l'État guinéen. Je vous permets de venir en arrière. Je rappelle, quand il était question de cette nouvelle constitution, avant même qu'on ne finisse les consultations nationales, le dépôt du rapport, on a entendu le président de la République dire déjà à ses militants de se préparer au référendum. À l'époque, on ne parlait même pas de référendum, on parlait de consultation et même pas d'abord d'élections législatives. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de psychose qui a été créée par la mouvance présidentielle. On a l'impression qu'Alpha Condé était déjà dans la démarche de ce référendum constitutionnel, mais il fallait venir petit à petit et servir le plat par contre-gouttes, et que derrière, il y a une volonté quand même de gagner le référendum. Je vais me mettre à l'aise. Un référendum, par définition, c'est la consultation du peuple. Et en consultant le peuple, on requiert deux types de réponses. Oui et non. Ça, c'est si non, attendez, ça, c'est si la commission est libre. C'est vous qui dites qu'elle n'est pas libre. Attention. Je vous dis une chose. Nous sommes arrivés à un niveau en Guinée où vous vous rappelez que tellement le manque de confiance s'est installé en Guinée qu'on a fait venir un étranger pour être président de la CENI en République de Guinée. Vous vous rappelez de cela? Parce que, en fait, je me demande qu'est-ce qui ne va pas au niveau des Guinéens. Toute personne désignée aujourd'hui fait l'objet de supputations. Alors finalement, on va faire venir les gens pour travailler à lieu et place des Guinéens. C'est impossible. Vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui l'unanimité. Vous envoyez Robert Sarah. Monseigneur Robert Sarah, vous le nommez président de la CENI, vous trouverez des Guinéens qui vont dire il roule pour Alpha, il roule pour Sidia, il roule pour Selou. On ne peut pas, mon cher, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Alors, parlons du fichier électoral. Il faut dire quand même qu'il y a cette progression fulgurante dans 2 régions et qui justifie un peu le doute et le refus de l'opposition de se retirer du processus. On parle de la région de Farana qui progresse de plus de 22% du corps électoral. La région de Kankan, on parle de 35% du corps électoral. Attendez, ça aussi je vais vous dire, oui. C'est un mauvais procès pour la simple raison. Vous connaissez aujourd'hui les zones minières, l'attrait des zones minières. Non, attendez, je vais vous dire une chose. À part la ville de Séguiré, attendez. Farana, il n'y a rien. Attendez. Nous assistons aujourd'hui à une affluence réelle des citoyens vers les zones minières. Quand on dit Farana, on parle de quelle région? La région de Farana ne se limite pas à la préfecture de Farana. Non, mais il y a Dabola. C'est Dabola, Dingira. Dingira est une zone minière. Attention. Et Kissoudou, c'est fini. Attention, Dingira est une zone minière. Non, mais attention. Une seule société? Non. L'héros, à part ça, il n'y a rien. Alors, je vais vous apprendre aussi une information peut-être que vous ignorez. Dans l'analyse du contexte minier guinéen, les entreprises minières en tant que telles, les sociétés modernes, emploient très peu de Guinéens. Ce qui emploie réellement les Guinéens, c'est l'activité artisanale minière. C'est-à-dire c'est l'exploitation artisanale de l'or qui emploie énormément de personnes. Attention, toutes ces zones-là, ce sont des zones où il y a l'exploitation artisanale de l'or. Et c'est là qu'il y a la main-d'œuvre. C'est là qu'il y a l'affluence. Ne faites pas l'amalgame. Les sociétés minières emploient très peu de main-d'œuvre. Par définition. C'est une exploitation beaucoup plus technique qu'à haute intensité en main-d'œuvre. Mais l'extraction artisanale de l'or emploie énormément de personnes sur toute la chaîne de production. Alors, M. Sow, sérieusement, quand vous prenez la zone spéciale de Conakry, on parle de 18%.
Et par rapport à la région des Cancans, on parle de 35%. Là également, ça se justifie par quoi? Je vais vous dire une chose aussi. À part Sigiri. Personnellement, je ne peux pas commenter. En fait, je suis très mal placé pour commenter les chiffres en lieu et place de la CENI. Mais ça peut se comprendre aussi par une chose. Depuis un certain temps, et ce n'est pas propre à la Guinée seulement, nous assistons à ce qu'on appelle un phénomène de retour. Il fut des années où les grandes villes africaines avaient de l'attrait sur la périphérie. Beaucoup de citoyens quittaient les périphéries, oui, l'exode rural pour venir au centre. Mais de plus en plus, les citoyens se rendent compte qu'au centre, on ne vit pas. Le désenchantement urbain fait qu'on assiste aujourd'hui au phénomène de retour. Vers l'exode. Beaucoup de gens se retournent vers les milieux ruraux aujourd'hui parce qu'ils pensent que les milieux ruraux offrent plus de possibilités d'épanouissement que le centre urbain qui est devenu étouffant. Alors, cette dernière question, aujourd'hui, selon vous, en tant que membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, s'il y avait une condition de retour et de l'opposition plurielle pour donner plus de pluralité à ces élections législatives, parce qu'on ne le veuille ou pas, même s'il y a des partis, mais on sait que c'est en général c'est des partis à sac qui vous accompagnent dans ce processus. Les grands partis de l'opposition n'y sont pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité en termes de questions d'apaisement, en termes d'intérêt de la paix, en termes de la sauvegarde de la nation, que la mouvance ou que l'État, la mouvance présidentielle, peut-elle être disponible à l'ouverture d'un dialogue, ne serait-ce que ça peut passer par le report de la date du 1er mars pour que toute la Guinée se retrouve afin que la paix puisse régner dans ce pays-là. Attention, vous faites aussi un amalgame. Le baromètre pour dire telle formation politique est grande ou petite, c'est les élections. S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de baromètre. Non, selon la dernière cartographie de la Guinée, oui, attention, l'UFDG reste le parti majoritaire après le RPG Arc-en-Ciel. Je suis d'accord avec vous. Cependant, depuis 2013, depuis la présidentielle de 2015, il n'y a pas eu d'élection en Guinée qui confirme cela. L'occasion qui était offerte à toutes les formations politiques de mesurer réellement leur poids politique, c'était ces élections-là. Il y a eu des formations qui ont de façon souveraine décidé de ne pas y aller. Nous regrettons, mais nous respectons. Comme il y a eu certaines formations qui il y a des formations politiques qui ont décidé. Non, attention, on crée une formation politique, c'est pour aller aux élections. Oui. On crée une formation politique, c'est pour aller aux élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces partis qui ont décidé d'aller là n'ont rien fait d'autre qu'obéir à leur vocation initiale. On crée une formation politique pour concourir aux élections. En vous demandant qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre notamment une élection inclusive, selon vous? Et elle est déjà inclusive. L'élection est déjà inclusive. À partir du moment où il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a une trentaine de formations politiques qui ont les mêmes agréments que l'IFDG ou l'IFR et que d'autres formations politiques qui ont décidé de ne pas y aller. Les élections sont d'ores et déjà inclusives. Vous voulez dire qu'on a atteint un chemin de non-retour vers ce référendum? Il n'y a plus possibilité d'ouverture, de dialogue pour qu'on puisse notamment ouvrir la porte à d'autres partis politiques? Personnellement, je plaide pour l'ouverture et le maintien permanent du dialogue. Cependant, je le dis et je le répète, en aucun cas je ne suis favorable à un report de la date du 1er mars. Les Guinéens doivent voter le 1er mars parce que les Guinéens n'ont fait que trop attendre. Rappelez-vous que ce Parlement a atteint sa limite depuis des mois, bientôt une année. On ne va pas continuer à travailler avec des institutions dont le mandat a expiré et se mettre toujours à poser des conditions insolvables pour aller aux élections. Il faut aller aux élections le 1er mars. Il faut continuer de dialoguer. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions comme invité dans cette émission Starcom pour ce numéro, Dr Soriso. Je rappelle qu'il est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Dr So, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission et on espère que ce ne sera pas la dernière fois non plus. Le plaisir est partagé. Mais avant de vous quitter, je vais lancer un dernier appel à l'ensemble du peuple guinéen. En une minute. Mes chers amis, privilégions l'intérêt de la Guinée. L'intérêt de la Guinée ne peut se construire que dans la paix. Dans la paix et dans la paix. Chacun n'a qu'à aller retirer librement sa carte d'électeur le 1er mars. Ceux qui veulent voter n'ont qu'à aller voter. Ceux qui ne veulent pas voter n'ont qu'à rester à la maison. Ceux qui doivent voter vont respecter leurs droits de vote. Ceux qui ne vont pas voter n'ont qu'à respecter le droit de vote de ceux qui veulent aller voter. Je vous remercie. Merci pour également à vous, à votre aimable attention, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à la situation de crise que traverse la Guinée
Et il ne me reste qu'à vous dire merci et à bientôt pour un autre programme de Starcom pour passer ensemble en revue l'actualité sociopolitique de notre pays. À bientôt. Yeah.